Des fois, il suffit d'un seul événement, d'une seule frappe stratégique pour déclencher une chaîne de conséquences qui traverse les continents. C'est l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment l'attaque d'une seule cible a mis le feu aux poudres, pas juste dans une région, mais à travers toute l'économie mondiale. OK, on plonge directement dans le sujet. Imaginez-vous ça. Vous vous levez un matin et il n'y a plus d'électricité. Pas pour une heure, là, pour des semaines. Les lumières ne s'allument plus. Pas de climatisation en pleine canicule. Les hôpitaux, eux, fonctionnent sur des génératrices de secours, mais le carburant commence déjà à manquer. Les pompes à eau sont à l'arrêt et la nourriture dans les frigos, elle commence à pourrir. Ce n'est pas un scénario de film. C'est la réalité qui a frappé des millions de personnes après une seule attaque bien ciblée. Et la cible de cette attaque, ce n'était pas n'importe quoi. On parle de la centrale électrique Urat Rabin en Israël. Pensez-y, une valeur de 4,2 milliards de dollars. C'est pas juste un bâtiment, c'est carrément la pierre angulaire de l'infrastructure nationale, le cœur énergétique qui alimente des millions de foyers, de commerces et de services essentiels. Bon, maintenant, on va examiner l'événement départ, l'étincelle et son impact immédiat qui a été dévastateur. Il faut comprendre que ce n'était pas seulement un acte militaire, mais bien une attaque calculée contre la vie civile elle-même. Pour vraiment saisir l'impact, il faut penser à quel point tout est interconnecté. Quand la centrale tombe, c'est pas juste les lumières qui s'éteignent. C'est le système de santé qui est paralysé, l'approvisionnement en eau qui est menacé et la sécurité alimentaire qui s'effondre. L'attaque a créé une crise humanitaire comme ça, instantanément, conçue pour toucher les civils directement dans leur quotidien. OK, on a vu le quoi. Maintenant, passons au pourquoi. Cette attaque, ce n'était pas un geste de désespoir, mais bien l'application d'une doctrine militaire très précise et franchement redoutable. Et là, on touche au point crucial. L'Iran sait très bien qu'il ne peut pas rivaliser avec les États-Unis ou Israël dans une guerre conventionnelle, avec des avions de chasse et des porte-avions. Alors, il change les règles du jeu. Le but, ce n'est pas de gagner sur le champ de bataille, mais de rendre le coût de la guerre si élevé, si douloureux pour la population adverse, qu'elle finit par forcer son propre gouvernement à abandonner. Cette comparaison, elle montre une différence fondamentale. D'un côté, la guerre conventionnelle cible les soldats et le matériel militaire. De l'autre, la guerre asymétrique, elle, cible les réseaux électriques, l'économie, les nerfs des civils. Frapper une centrale électrique de 4,2 milliards de dollars, ça ne gagne aucune bataille militaire, mais ça paralyse la vie de tous les jours et ça sème la panique. Pour y arriver, une des tactiques, c'est la saturation. On lance des essaims de drones vraiment pas chers, qui coûtent à peu près 20 000 $ chacun, pour forcer les défenses aériennes à gaspiller des missiles intercepteurs qui, eux, coûtent des millions. C'est une stratégie d'usure économique. On épuise les ressources financières de l'ennemi en le forçant à utiliser ses défenses les plus coûteuses contre des menaces à bas prix. Et c'est là que l'effet domino devient mondial. Cette frappe, combinée à la fermeture du détroit d'Ormuz, n'a pas seulement touché Israël. Non, l'onde de choc a frappé l'économie mondiale et les conséquences se font sentir à des milliers de kilomètres de là. Vous savez, les marchés détestent l'incertitude. Dès que le détroit d'Ormuz, une artère vitale pour le pétrole mondial, a été fermé, les prix ont explosé. On est passé de 65 à plus de 108 $ le baril. Cette hausse, c'est ce qu'on appelle une prime de risque. Les investisseurs parient sur le pire et au final, c'est tout le monde qui en paye le prix à la pompe. Et regardez comment ça se propage. Aux Philippines, le gouvernement a dû déclarer un congé national forcé. Pas pour célébrer quelque chose, non, mais parce que le pays n'avait tout simplement plus assez de carburant pour faire fonctionner les usines, les écoles et les transports. La vie quotidienne est devenue trop chère à maintenir. Même une grande économie européenne comme la France n'a pas été épargnée. Pour éviter la paralysie totale, les autorités ont dû prendre une mesure vraiment exceptionnelle, autoriser la vente d'un carburant de moins bonne qualité, qui ne respecte même pas les normes environnementales habituelles, juste pour s'assurer que les stations-service ne tombent pas à sec. En Égypte, l'impact a été financier et vraiment brutal. L'instabilité régionale a provoqué une fuite massive des capitaux étrangers. Les investisseurs ont retiré leur argent, ce qui a fait chuter la monnaie égyptienne à un niveau record. Résultat, les banques ont dû cesser de financer les importations essentielles, ce qui a créé des pénuries et une crise économique profonde. On passe maintenant à l'une des conséquences les plus fascinantes de cette crise. Face à une menace commune, les vieilles cartes politiques sont complètement rebattues et des partenariats qu'on n'aurait jamais imaginés voient le jour. La visite de Zelensky en Arabie saoudite, ce n'était pas juste une visite de courtoisie. C'était un transfert de technologie stratégique. L'Ukraine, qui combat les mêmes drones iraniens utilisés par la Russie, offre son expertise durement acquise aux pays du Golfe. Ils leur apprennent à passer d'une défense super coûteuse avec des missiles Patriot à des solutions beaucoup plus rentables, comme des canons à tir rapide. On assiste à une véritable course aux armements technologiques. D'un côté, l'Iran, qui voit que ses drones sont de plus en plus interceptés, se tourne vers la Russie pour obtenir des versions améliorées, les Giran 2,
qui résistent mieux au brouillage. De l'autre, les États du Golfe, conseillés par l'Ukraine, adaptent leur défense pour être plus agiles et surtout économiquement viables. Et on arrive maintenant au point culminant de la crise. Tous les fils se rejoignent pour créer une situation de haute tension, un face-à-face où le monde entier retient son souffle. Sur la scène publique, on entend parler d'ultimatums et de délais diplomatiques. Mais en coulisses, la vraie raison de ces reports, elle est logistique. Chaque jour gagné permet aux États-Unis de rassembler une force d'invasion impressionnante. Des navires comme le USS Tripoli, une véritable base militaire flottante, et des troupes d'élite comme les Screaming Eagles se mettent en position. La diplomatie sert en fait de couverture à une préparation militaire massive. Et si on espère encore une solution négociée, le fossé entre les exigences rend cette option assez improbable. Les États-Unis ont présenté une liste de 15 exigences qui équivalent à un désarmement total de l'Iran. En face, l'Iran a répondu avec 5 contre-exigences, dont le contrôle du détroit d'Ormuz. L'écart entre les deux camps est si grand qu'une entente pacifique semble presque impossible. Le compte à rebours continue donc. Chaque jour, les coûts économiques, humanitaires et stratégiques de ce conflit ne font qu'augmenter. La frappe sur Rapine a vraiment changé les règles du jeu, en prouvant que dans la guerre moderne, la victoire peut se mesurer par la capacité d'un pays à simplement garder les lumières allumées pour ses citoyens. La question qui demeure, c'est de savoir si la prochaine réponse rapprochera le monde de la paix ou le poussera au bord d'un conflit encore plus vaste et plus dévastateur.